Au cours de mes recherches, j'ai vu une vidéo où il était dit le savoir expérientiel, c'est du savoir-faire, et le savoir-faire, ça se paye. Et puis toujours à propos de la paire aidance, je salue au passage l'association française des médiateurs de santé paire, qui est l'une de nos associations partenaires sur cet événement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le colloque de janvier dernier de l'association française des médiateurs de santé paire, où beaucoup de ces sujets ont été évoqués. Et le prochain, je l'espère, aura lieu très bientôt. Des réactions à ce qui vient d'être dit par Sabrina ? Je trouve que le discours, enfin en tout cas ça rentre en résonance avec ce que j'ai essayé d'exposer. En tout cas, ce qui m'a interpellée, c'est quand tu dis j'ai pas à choisir en fait, quand on me sollicite, je vois pas pourquoi j'aurais à choisir si je suis père, si je suis anorexique, si je suis je sais pas quoi. Et tu as employé le mot d'appartenance. Je pense peut-être que même si c'est une valeur fondamentale d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe dans la réalisation de soi, je pense malgré tout que dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, il faudrait revoir à la baisse la question des appartenances pour faire un peu plus, j'ai envie de dire, communauté, mais en termes de fluidité, c'est-à-dire dans la reconnaissance, bien sûr, des savoirs expérientiels, en présupposant pas de la non-expérience ou de l'expérience de l'autre, ça c'était un peu ce que j'ai essayé d'évoquer, et puis de la même façon, de ne pas présupposer que le patient, l'usager, la personne concernée ne sache pas. Ça, il est clairement démontré maintenant qu'on sait beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à apporter, justement, non pas forcément pour apprendre à l'autre de manière générale et encore moins aux soignants, mais pour apprendre du parcours qui doit être de plus en plus individualisé et personnalisé pour permettre aux personnes d'accéder au rétablissement. Un peu ce que vous évoquiez aussi, à savoir, notamment dans les études de psychologie, où c'est quand même assez marqué la formation théorique, notamment sur l'approche des personnes psychotiques, qui est quand même très structuraliste. Et à partir du moment où on part sur le structuralisme, quelque part, il y a quelque chose de tellement déterminé qu'on se demande comment on pourrait passer de l'un à l'autre. Enfin voilà, c'est ce qui avait résonné un peu en moi après vos deux interventions. Merci Cécile. Sophie ? Oui, j'aimerais parler aussi des frontières entre professionnels, c'est-à-dire que les TCC, la psychanalyse, tout ça, alors qu'en fait on pourrait co-construire ensemble, mais c'est comme si c'est chacun sa paroisse, quoi, et du coup je trouve que c'est pas bon du tout pour les patients non plus, en fait. Alors, et je pense que moi, par exemple, les TCC, pour moi, ça ne me correspond pas. Et dans un hôpital, c'est uniquement ça qui est proposé et ça ne va pas assez loin. Et j'ai besoin d'énergétique aussi. Et je pense que le jour où les médecins, les énergéticiens, voire les exercices travailleront ensemble, ce sera beaucoup mieux. Là, je parle spécifiquement de ce qu'on appelle psychose, mais il y a des enfants qui voient des défunts. Enfin, je connais de plus en plus de gens qui voient des choses et je me dis, est-ce qu'ils sont malades ? Je ne crois pas, en fait. Mais ce réflexe de se dire, tiens, cette personne voit des choses, il faut la mettre sous médicament, je crois que c'est une mauvaise idée parce que, du coup, les gens se taisent et les médecins ne vont pas loin dans leur recherche. J'étais allée aussi à un colloque sur la schizophrénie. Le médecin, il parlait uniquement du cerveau et des neurones, comme si il n'y avait pas une autre vie autour du cerveau, quoi. Et je me dis, mais ça, c'est une approche qui n'est pas forcément bonne pour le futur, d'autant plus que du coup, ils ont de plus en plus de patients qui leur mentent, et ça n'aide pas pour la recherche. Donc c'est plus aussi ce clivage entre nous, je pense, qui n'est pas forcément bon. Et pareil pour les pères aidants, en fait, il y a plein de choses proposées, et ce que disait Sabrina, il y en a pour qui ce que tu proposes, ça peut être très bien, et pour d'autres, pas forcément. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a un panel de propositions et qu'ensemble, on travaille, en fait. Et ça, c'est un clivage au-delà du soignant-soigné, mais se dire que tous, on peut apporter quelque chose, mais pas à tout le monde, parce que ça ne correspondra pas, en fait. Donc voilà, Je viens d'avoir une question
qui est la suivante. Globalement, comment parler de son trouble psy au sein de sa famille, et plus spécifiquement, comment parler de son trouble psy à ses enfants. Oui, Cécile, saisissez-vous de votre micro. Excusez-moi de réagir aussi spontanément à la question, quoi. Je vous en prie, c'est le but recherché. Ça, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup évoquées, la prise en compte de la parentalité quand on est confronté. Alors, j'ai envie de dire plutôt dans les situations de décompensation et notamment d'hospitalisation. J'ai toujours trouvé incroyable la façon dans laquelle la parentalité était mise de côté. Alors, peut-être pas tellement en termes de est-ce qu'elle va en être capable ou pas capable, mais comme si, quelque part, ça n'existait pas, et comme s'il fallait voir un tas d'autres choses avant de réenvisager cette question-là, et puis sa relation aux enfants. Donc moi, j'ai 2 enfants, une qui est grande, enfin qui a 20 ans, et une plus jeune qui a maintenant 9 ans. Et moi-même, je me suis posé cette question de comment parler des choses, comment, hospitalisation, c'était un peu... Alors, bon, c'est mignon parce que ma plus jeune, elle a le souvenir des parcs, des hôpitaux. Et donc, pour elle, les hôpitaux qui étaient sympathiques, c'était celles où il y avait des grands parcs, etc. Et puis, ceux qui étaient moins bien, c'était ceux où il n'y avait pas de parc. Et malgré tout, moi, j'avais beaucoup de mal à parler pendant toute une période de ce qui s'était passé pour moi et de la question de la séparation, notamment par rapport à ma fille. Et ce qui était chouette, en fait, c'est de plutôt l'interroger, elle, plutôt que d'essayer de lui parler de quelque chose, et de voir comment elle avait pu déjà métaboliser un certain nombre d'éléments. Et c'est très marrant parce que elle était beaucoup plus jeune, et donc qui dit malade dit, je sais pas, pansement, etc., tout ce qu'on peut imaginer pour un enfant vis-à-vis de la maladie. Et un jour, elle est venue, elle m'a dit, mais en fait, ta maladie, c'est la maladie transparente. Et j'avais trouvé ça quand même très beau de pouvoir évoquer les choses de cette façon-là. Et puis, du coup, petit à petit, de pouvoir mettre derrière qu'est-ce qui était transparent, mais qui pouvait être difficile et qui avait mis en difficulté. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de faire les choses, la part des choses. Alors, peut-être que là, je réagis trop comme une soignante, mais quand même, de pouvoir parler de la maladie en tant que telle. C'est-à-dire que malgré tout, quand on souffre d'une maladie psychiatrique, on souffre bien d'une maladie. Et une maladie, elle a une clinique, une maladie, elle a des symptômes. Et puis, tant que faire se peut, elle a aussi des propositions thérapeutiques qui peuvent être mises en face. Et en tout cas, je sais que pour en avoir parlé avec la plus jeune, c'est quand même quelque chose d'important de faire la part des choses entre la maladie et puis après la personne qu'on est, dans la relation, etc. Après, on peut parler de ce qui impacte dans la maladie, dans les symptômes, sur qui on est, la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres et ce qui a été difficile. Mais donc, pour revenir à la question, comment parler aux enfants, déjà de voir comment les enfants parlent de ce qu'ils ont vu, et ça nous donne souvent pas mal de fils pour ensuite rebondir. Et le truc important pour moi, c'est quand même de savoir parler de maladie aussi aux enfants et de pas tout englober d'emblée dans la complexité, effectivement, et l'intrication entre soi, la maladie, ses propres histoires, histoires personnelles, je veux dire, dans nos parcours. Mon témoignage, en tout cas. Merci Cécile. Sabrina, je me tourne vers vous. Vous êtes une experte de la parentalité. Vous avez probablement quelque chose à dire là-dessus aussi. Alors déjà, moi je pense qu'il faut des supports. J'ai été sollicitée là sur un projet d'ouvrage pour expliquer l'anorexie aux enfants. Et donc il y a un livre avec une petite histoire. Ils font sur pas mal de pathologies, ça peut aller sur le cancer, sur beaucoup de choses pour expliquer aux enfants. Et il y aura un livret d'accompagnement pour les parents, justement pour pouvoir répondre aux questions de l'enfant. Et j'ai trouvé le projet assez chouette. Je pense qu'il y a besoin ça peut être bien d'avoir des supports, et il y a un gros besoin de dédiaboliser justement la maladie psy et de pouvoir en parler comme autre chose.
Je ne sais pas si je suis une experte de la parentalité, pardon. J'ai effectivement co-créé une application de soutien à la parentalité pour prévenir, je suis moi-même épuisée, mais pour prévenir le burn-out parental et favoriser l'épanouissement parental. Voilà, c'est un outil qui peut aider à prendre conscience de son épuisement avec des exercices qui sont scientifiquement prouvés, en fait, tout est validé, pouvoir nous aider sur différents domaines, la relation avec son enfant, enfin, pas mal de domaines. Voilà, c'est une application qui s'appelle Koala, que vous trouvez dans les stores sous Koala Family. Je suis moi-même maman de 2 enfants en bas âge, donc une va enfin, elle a 8 mois, la petite dernière a 8 mois et la grande a 2 ans et demi passés. Je me suis évidemment posé la question comment je vais aborder les questions de mes enfants si elles en ont sur la maladie de maman. Je pense que voilà, ça ne sera pas un secret, il suffit qu'elle tape mon nom sur Internet pour trouver pas mal de choses sur maman, donc les questions viendront certainement, ou qu'elle tombe sur mes livres ou je ne sais quoi. J'ai envie que si la question se pose, pouvoir en parler le plus librement possible, pouvoir en parler peut-être au passé, et justement, c'est là où c'est plutôt chouette, c'est qu'on s'en sort, et que le message que je veux transmettre et que j'essaye de transmettre aux malades, c'est qu'on s'en sort. L'anorexie, on peut en guérir même au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de maladie. Après, qu'est-ce que la guérison ? Ça serait là aussi un long débat, mais en tout cas, avoir une relation sereine avec la nourriture, avec son corps, son image, c'est tout à fait possible. Voilà, pouvoir... Pour moi, si ça peut en plus aider à la prévention, c'est-à-dire qu'elles connaissent les troubles alimentaires, parce que c'est des maladies qui sont peu connues, et si ça peut permettre qu'on en parle et que je puisse expliquer que c'est des maladies graves, etc. Voilà, je ne vais pas en tout cas chercher à cacher quoi que ce soit, plutôt assumer et pouvoir en parler le plus naturellement possible. C'est ma vision. Ma vision, c'est aussi tout simplement d'avoir une maman qui prend soin d'elle, qui fait attention à ce qu'elle mange. C'est plutôt avoir la relation la plus naturelle et fluide possible avec mes enfants. C'est ça qui m'importe, quoi. Merci Sabrina. Sophie, avec votre expertise en pédopsychologie, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce point ? Du coup, moi, en fait, ma perception des choses par rapport à... Moi, je me considère ni comme malade, ni comme atteinte de troubles psychiques, mais pour moi, il a fallu 3 ans pour le prouver, mais c'est comme si j'avais pressenti des choses, et finalement, je remercie Carl Zéro pour ses documentaires sur les réseaux pédocriminels, et la chaîne YouTube d'Alexandre Le Breton aussi. C'est des choses que je pressentais, qu'il y avait des choses pas nettes au niveau de la pédocriminalité, au niveau du satanisme aussi. Et du coup, pendant 3 ans, je suis tombée sur les bonnes personnes au bon moment qui m'ont expliqué des choses. Donc, par respect pour ces personnes, j'en parle aujourd'hui. Et du coup, maintenant, j'ai fait 3 années de recherche. J'ai passé mon temps qu'à ça, quasiment, et à faire autre chose. Mais du coup, j'ai obtenu les réponses que j'avais. Et aujourd'hui, si j'ai des enfants, je pourrais les regarder dans leurs yeux en leur disant « Votre mère pressentait des choses et elle n'a pas rien fait. » Par exemple, pendant mes 5 années, pour moi, j'étais extrêmement lâche. C'est-à-dire de 2013 à 2017, quand j'ai tout laissé tomber, alors que je savais qu'il y avait des personnes qui se faisaient torturer en hôpital psychiatrique, je me suis auto-flagellée parce que je me suis dit « Mais j'ai rien fait pendant 5 ans. » Et là, j'aurais pas été fière par rapport à mes enfants. Et en fait, j'ai pas encore d'enfants, peut-être que je n'en aurai pas, mais c'est tout ce que je pressentais, tout ce que je savais, le garder pour moi, c'était de l'ordre de la complicité, en fait. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis rétablie dans le sens où j'ai eu toutes les réponses à mes questions, parce que des fois, c'était mon instinct qui s'énervait contre je ne sais quoi, et c'est grâce à cet instinct qu'après, j'ai compris pourquoi. Et aujourd'hui, je suis calme, et je me dis, ce qu'il faudrait rétablir, c'est le système. Et s'écouter mutuellement et se dire, c'est pas parce que l'autre ressent des choses qu'on ne ressent pas
que c'est forcément une maladie. Après, c'est des énergies à canaliser. Ça, on ne nous apprend pas ces choses-là. Et du coup, voilà, mais c'est pas du tout le même cas de figure que de toute façon, enfin, on est dans un autre cas de figure qui, pour moi, est lié à la société. Même le psychiatre, quand j'ai dit, pour moi, c'est spirituel ce que je ressens, il m'a dit, vous seriez en Afrique. Oui, mais pas en France. Et je suis allée en Guinée, d'ailleurs. Donc, j'ai rencontré un psychiatre en Guinée. Et du coup, là-bas, c'est excessif aussi au niveau de la spiritualité, mais jamais on parle de la source. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à une telle colère qu'on pète un câble, en fait? Et ça, c'est quelque chose... Et il y a aussi le transgénérationnel. Et peut-être, quand on sera ouvert d'esprit, on parlera des vies antérieures et des ancêtres, etc. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais je pense que tout ça, ça a des effets sur les neurones. Et il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le corps n'oublie rien ». Et je pense que les professionnels devraient d'abord aller voir du côté de la vie de la personne qui est soi-disant malade et de sa sensibilité aussi. Et sans insister non plus dessus, parce que je crois qu'on doit rêver aussi. C'est-à-dire que des fois, c'est peut-être excessif, surtout avec les enfants, quand on parle que de ça, que de ça, que de ça. Mais je crois en l'art aussi. C'est-à-dire que la création... pour s'échapper, pour s'évader de certaines choses qui sont trop douloureuses, je pense que ça peut être une solution, et il devrait y avoir ce genre de choses de proposer en hôpital psychiatrique, de l'art, les prospectus à destination, enfin, de toutes les associations par et pour les personnes concernées aussi. Ça, c'est pas proposé dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a vraiment un clivage comme ça qui fait qu'il faut qu'on aille fouiner quand on est concerné pour savoir qu'est-ce qui peut exister pour nous, en fait. Et même moi, en tant que psy, je n'étais pas du tout au courant de ces choses-là. Et je me dis, je pense qu'il y a toute la formation à revoir par rapport à ça, et c'est la société qui doit changer aussi. C'est-à-dire que si il y a un patient qui me disait, moi, je vois des ombres, mais je ne peux pas le dire au psychiatre, sinon j'ai une injection. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, que ce soit vrai ou pas qu'il voit des ombres, s'il arrive très bien à vivre avec? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Cécile. Merci, Sabrina. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous restez avec nous, bien sûr, pour cette troisième table ronde qui va suivre. Il y en a une qui croit beaucoup en l'art. C'est celle qu'on va voir en vidéo pour débuter cette troisième table ronde. C'est Catherine Page. Elle rencontre quelques soucis de santé. Mais comme je vous le disais, on va pouvoir avoir son témoignage en vidéo. Catherine Page, elle est bibliothécaire, enseignante, journaliste, autrice et réalisatrice de documentaires et père aidante. Sa santé, comme je vous le disais, ne lui permet pas d'être sur scène avec nous aujourd'hui. Elle nous regarde, donc coucou Catherine, on te souhaite un prompt rétablissement. Nous avons donc la chance qu'elle nous ait accordé une interview. La voici, Catherine Page.